Docteur Marie-Claude Monfray Faumadel, donc je vous ai proposé de vous interviewer pour la sortie de votre livre Bégaiement, Bégaiement que je présente ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si on verra bien sur l'écran. Donc c'est un livre qui fait donc 400 pages, sans compter les annexes. Donc j'avoue que lorsque je l'ai reçu, j'ai été assez impressionné, mais je dois dire qu'après l'avoir lu, les 400 pages sont loin d'être du remplissage. Hein. Ce sont que des pages qui sont très 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 intéressantes et comme je vous l'ai dit par mail, moi en fait j'ai l'impression d'avoir dans les mains une véritable encyclopédie du bégaiement, puisque à la lumière des recherches les plus récentes et des expériences thérapeutiques les plus récentes, on a la somme des connaissances actuelles que l'on peut avoir sur le bégaiement, que ce soit tant sur les origines du bégaiement et sur ses explications, que sur toute la partie aussi psychologique aussi du bégaiement, la partie diagnostique et bien sûr ce qui nous intéresse aussi, la partie thérapeutique. Voilà. Donc on a prévu de faire ce petit entretien de manière assez informelle, hein, comme si on était dans notre salon. Oui. Si je peux intervenir sur ce livre, la partie livre n'est qu'un aspect j'allais dire, de la prestation. Il n'y a pas que le livre, il y a aussi une plateforme numérique. Ça, c'est vraiment une innovation de cet éditeur. Donc, dans le livre, il y a un petit numéro qu'on peut aller sur le site de l'éditeur qui est de Boec et Solal. On a accès à une plateforme numérique qui s'appelle qui s'appelle Noto, N-O-T-O. Et là, on a accès à la forme numérique du livre, mais c'est une forme que je vais augmenter au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça va être un livre sans fin. Une fin qui sera ma fin à moi. Et je vais pouvoir augmenter en mettant, j'en ai déjà mis d'autres écrits ou des publications sans copyright. Je l'ai déjà fait pour le trouble attentionnel. Je vais pouvoir mettre des vidéos, je vais pouvoir mettre des bandes son et je vais pouvoir ajouter aussi des chapitres qui ne vont pas être là. D'accord. Très bien. En essayant aussi de répondre à la demande des lecteurs. Donc, j'ai créé une interface avec les lecteurs. D'accord. Et alors, justement, en fait, ce livre, pour vous, il s'adresse plus précisément à quel public? C'est comme toute encyclopédie, il s'adresse au public maximum, car qui peut faire le plus peut faire le moins. Alors, je sais qu'il y a un niveau, je dirais, assez élevé sur le plan universitaire. En fait, il reprend tous les cours de DU, de plein d'autres choses que j'ai travaillées. Et donc, chacun peut y trouver à son niveau. C'est pour ça qu'il y a à la fin un glossaire et qu'il y a la plateforme d'échange pour pouvoir m'ajuster aux questions qui seront faites. D'accord, d'accord. Mais au départ quand même, c'est un livre qui s'adresse plutôt quand même aux professionnels, hein, ou aux thérapeutes. Tout à fait. Je pense qu'il peut être, j'allais dire mis entre toutes les mains, mais c'est vrai que voilà, il a un certain degré de complexité, mais il y a un degré qu'on ne trouve pas ailleurs. D'accord. Bon. Donc, enfin, moi, de toute façon, ce qu'on appelle l'éducation supérieure, sur le bégaiement, il n'y en avait pas du tout. Ouais, d'accord. Alors, je vous propose de commencer donc l'interview donc avec les quelques questions que j'ai notées à la lecture donc du livre. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que on a pas mal d'idées reçues sur le bégaiement qui sont remises en cause. Donc, encore une fois, à la lumière des dernières découvertes ou études que l'on a pu faire. Et notamment, il y a une idée reçue qui a l'avis dur sur le bégaiement, sur la prévalence du bégaiement et sur le fait que ça touche 1% de la population
Et en fait, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que d'une part, pour la France, il n'y a pas eu vraiment d'études faites qui confirment ce chiffre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ce chiffre est en fait très différent selon les continents, voire les pays. Il est surtout très différent selon les études. Donc, et puis le moment où elles ont été faites, et en fait toute la population. Alors je crois la population qui a servi à l'expérience, hein, enfin plutôt à la recherche. Il y a un des derniers articles, j'ai cité un des derniers articles sur l'épidémiologie qui était intéressant. Je pense que c'est Léry, je l'ai plus tout à fait en tête là. Et ça c'était intéressant parce que ça reprenait la différence entre justement la fréquence, la prévalence et tout ce genre de distinction. Qu'il n'y ait pas d'études faites en France, c'est pas grave en quelque sorte. Effectivement, ça m'avait été demandé par des gens du ministère de la Santé une fois, il y a quelques années, quelle était la prévalence en France. Je me dis, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais on a une idée. On a une idée et ça, bon ben voilà, on sait à peu près combien ça atteint. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la différence entre la manière dont ça atteint les enfants et ce qui reste au niveau des adultes. Et ça va être intéressant parce que, comme vous l'avez noté, la perception qu'on a maintenant du bégaiement a changé, et elle a changé avec la génétique, l'apparition de la génétique, de la neuroimagerie en particulier, et on se rend compte que s'il y a entre guillemets beaucoup d'enfants qui sont atteints, il y a peu d'adultes qui le sont. Et on commence à comprendre pourquoi, parce qu'on commence à comprendre qu'il y a des sous-types de bégaiement. C'est pour ça que le livre s'appelle Bégaiement singulier, bégaiement au pluriel, et que dans ceux qui sont persistants, c'est ceux qui sont persistants qui vont être importants parce que il va être important de pouvoir les repérer qui risquent de rester bêtes dans l'histoire. D'accord. Et donc en fait, c'est ce que l'on découvre donc justement dans votre livre, c'est que vous expliquez que en termes, enfin, qu'il y a trois types de bégaiement. Hein, si j'ai bien compris, il y a le bégaiement que vous appelez développemental, pardon, qui est un bégaiement qui aurait tendance à disparaître dans le temps, enfin qui apparaît dans l'enfance mais qui disparaît ensuite. Dans 75% des cas, ce qui est quand même déjà énorme, on guérit plus spontanément du bégaiement que de l'épilepsie, par exemple. Hein, donc voilà. D'accord. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle pour les personnes qui bégayent, c'est la moins bonne nouvelle pour ceux qui les prennent en charge, parce qu'il faut arriver à faire mieux que la nature. D'accord. Mais alors, par contre, le problème que vous pointez aussi dans le livre, c'est que l'on sait qu'il y a 75% des éléments qui se remédient d'eux-mêmes. Donc il y a le quart par contre qui persiste, si j'ai bien compris. Le souci, c'est qu'on n'est pas capable à l'heure actuelle encore de vraiment savoir quels sont les bégaiements qui risquent de persister. Voilà. Et j'aime bien que vous ayez utilisé le mot encore, parce qu'il y en a qui me disent ah mais on ne sait pas. Je dis non, on ne sait pas encore. Donc je crois que le mot encore est vraiment très très important en médecine de rééducation. Et c'est pas ça marche pas, mais ça marche pas encore. Voilà. Hein, ça c'est vraiment important de jamais baisser les bras. D'accord. Il y a quelque chose sur lequel je veux un peu revenir. Je vais répondre à votre question sur les signes. C'est que mon point de vue est un point de vue médical. Je n'écris pas des choses que j'ai imaginées ou qui sont des hypothèses ou des supputations. C'est vraiment se baser sur les faits, se baser sur les preuves le plus possible. C'est pour ça que des fois, je suis un peu étonnée quand je vois des discussions qui sont faites ici ou ailleurs, en particulier sur Internet, sur que pensez-vous de la prévalence ou des choses comme ça. Et il y a des faits. Il y a les faits, il y a ce qu'on a prouvé, il y a ce qu'on a recueilli comme chose. On peut contester, mais on peut contester avec d'autres recherches. Pas en disant je crois que ou je pense que, ou mon idée c'est que. Ça, c'est ce genre de choses
qui n'est pas tenable, par exemple, pour un médicament. Alors pourquoi il serait tenable pour une prise en charge rééducative? D'accord. Ça va soulever d'ailleurs un gros problème éthique dont je pense qu'on reparlera ensuite. Alors, pour revenir à votre question sur à quel signe sait-on qu'un bégaiement va être persistant, c'est toute la recherche en ce moment, et je pense que vous l'avez très bien compris, une des plus grandes recherches est cette fameuse série que Yeri, qui travaille dans l'Ohio, étudie depuis une dizaine d'années. Il a pris un grand millier d'enfants au départ pour voir qui allait, avant qu'ils parlent, qui allait parler plus ou moins tôt, plus ou moins tard, qui allait bégayer, qui allait rester à risque de bégayer. Et dans ceux qui restent bègues, qu'est-ce qu'on a eu comme signe dès le départ qui aurait pu nous alerter, de chercher un peu les warnings, comme il dit. Donc ça, c'est important. Et cette histoire des warnings, quand j'avais appris tout ça, dans les années 85-90 avec le professeur Grégory à Chicago, il utilisait bien lui aussi le terme de warning. Et souvent on avait des discussions à plusieurs pour voir, en particulier sur les cas sur lesquels on coinçait, dire ben voilà, quels auraient été les warnings qu'on n'a pas vus. Quels sont-ils, hein? Et ça c'est important d'avoir ce genre de remise à plat sur des cas cliniques en se disant tiens, là, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Et Yeri, par exemple, qui disait il y a quelques années, ceux qui sont le plus à risque de bégayer sont ceux qui ont dès le départ d'autres troubles. On va revenir sur la notion de troubles complexes, d'autres troubles, en particulier des retards de parole et de langage. Ils se rendent compte, tout simplement, à la longue, que c'est pas forcément cela. D'accord. Et donc, alors, les enfants qui ont du bégaiement au départ, il faut vraiment, eux, les prendre en charge tout de suite. Non pas parce qu'ils sont à risque de rester bègues, mais parce que le retard de parole et de langage est bien plus grave que le bégaiement. Bien plus grave pour la suite des événements pour cette personne. D'accord. Et donc, par rapport à ces warnings, justement, est-ce qu'il y a donc là vous évoquez le retard de langage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent prêter à penser que le bégaiement risque de persister? Par exemple, si on sait que ce sont des vrais bégaiements neurologiques, enfin si le bégaiement est toujours neurologique, ça on le sait maintenant, mais si c'est dans le cadre d'une maladie neurologique plus établie, comme par exemple si l'enfant a des crises d'épilepsie myoclonique, ça on sait que ça va rester avec son chose. Si apparaissent par exemple une maladie d'éthique ou voire un peu plus grave, c'est-à-dire un syndrome de Gilles de la Tourette. Là, on sait que le bégaiement fait partie d'un tableau clinique beaucoup plus complexe et que le tableau clinique, si on ne sait pas encore, oui, bien, toujours le bon encore, si on ne sait pas encore prendre en charge complètement cette maladie, comme le Gilles de la Tourette, eh bien, le bégaiement risque de rester là-dedans. Par exemple, les enfants mongoliens, puisqu'ils ont un mauvais contrôle moteur, ils ont beaucoup de bégaiement. Donc, ils se fichent d'ailleurs généralement complètement. Mais on sait qu'on ne va pas les guérir de leur mongolisme. Donc, on sait qu'ils peuvent rester à risque de bégayer. Mais dans le cadre du bégaiement, j'allais dire, il y a tellement d'autres problèmes, en particulier les atteintes cardiaques ou les atteintes endocriniennes, que le bégaiement va être en bas du tableau. Donc, je réponds à votre question tout en répondant pas à votre question. Oui. Pour le moment, c'est quelque chose que l'on continue à chercher et à observer. D'accord. C'est qu'on est dans le principe de précaution qui est, on prend en charge tous les bégaiements en se disant que là-dedans, on va prendre en charge ceux qui sont à risque de rester bègues. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'après avoir pas assez pris en charge les bégaiements, maintenant on est peut-être trop en train de les prendre en charge en faisant de chaque cas de bégaiement un cas de bégaiement persistant possible. D'accord. Et donc, par rapport à ça, quand même, justement, quel conseil est-ce que l'on peut donner quand même aux parents? C'est-à-dire que c'est vrai que durant très très longtemps, enfin depuis quelques années, c'est vrai que l'on préconise la détection précoce, enfin, ou la consultation précoce. Est-ce que l'on en revient, ou bien est-ce qu'il faut quand même que l'on dise
aux parents, dès que vous avez un doute, c'est quand même bien d'aller consulter. Dès qu'on a un doute, c'est bien de consulter. Mais ce que dit Yeri, il dit par exemple, si vous dites qu'il faut avoir bégayé depuis 6 mois pour commencer une rééducation, qu'est-ce qui fait il y a 6 mois qu'on s'est posé la question du bégaiement? Et ça veut bien dire que si on s'est posé cette question, c'est que le bégaiement était là. D'accord. D'accord. Donc, sur quoi fait-on le diagnostic du bégaiement? Et si on le fait à un moment donné, ben pourquoi attendre 6 mois? Vous voyez, il y a plein de questions comme ça qui se soulèvent et qui sont vraiment intéressantes. Et je pense qu'il faut toujours trouver le juste milieu entre trop de précautions et pas assez de précautions dans un cas où ça pourrait être assez grave. Donc c'est pour ça, vous m'avez dit à un moment donné que j'insistais beaucoup sur le bilan. Et oui, parce que ce bilan à ce moment-là, il va dire est-ce que quelle est la forme de bégaiement et est-ce que ce bégaiement serait à risque d'être grave? Là, j'ai un autre serait à risque d'être grave et surtout de voir si d'autres. Ça, c'est important. D'accord. On a un bégaiement dans un cadre complexe. D'accord. Vous avez expliqué que je n'ai pas dit du bégaiement avec des comorbidités et avec d'autres maladies. Le bégaiement dans un cadre plus complexe. Et je pense qu'on va revenir là-dessus. D'accord. Et ça, donc, justement, ça nous emmène, ça nous amène vers ce que vous venez aussi d'évoquer par une étape qui est très importante dans la prise en charge du bégaiement, c'est le bilan et le diagnostic, puisque vous expliquez que le bégaiement, c'est un symptôme, très souvent, et qu'il est associé aussi très souvent avec d'autres troubles. Notamment, j'ai noté dans votre livre qu'il y aurait 45% des personnes qui bégayent qui souffriraient d'un trouble de l'attention. Tout à fait. Alors, je pense que d'ailleurs, c'est pour moi le plus grand changement, en tout cas, dans ma démarche personnelle, quand j'ai commencé à comprendre ça, que le bégaiement, c'était pas une maladie à soi tout seul, mais c'était un symptôme qui était rarement isolé, ma façon de voir le bégaiement a complètement changé. Mais c'est vrai que moi, j'ai un point de vue médical, c'est-à-dire un point de vue qui est plus large que le point de vue orthophonique. Et ça, c'est une question qui est importante parce que pas mal de parties prenantes dans l'histoire du bégaiement et dans la prise en charge. Mais pour le moment, le discours prééminent est celui des orthophonistes. Je fais une comparaison. C'est comme si, souffrant de rhumatisme, je désirais me documenter ou être prise en charge pour mes rhumatismes et que je n'avais que le point de vue du thérapeute. Donc, c'est ignorer qu'il y a des rhumatologues, qu'il y a des ergothérapeutes, qu'il y a des prises en charge thermales, par exemple, qu'il n'y a pas que la rééducation motrice, qu'il y a aussi les médicaments, qu'il y a aussi les infiltrations, qu'il y a aussi les cures thermales qui sont très intéressantes et tout ça. Donc, pour le moment, la prise en charge orthophonique était peu fréquente, si je puis dire, il y a une vingtaine d'années, est devenue prééminente. Il n'y a pas que celle-là, et il y a celle, par exemple, qui peut être faite par les médecins, mais là, il y a d'autres problèmes sur lesquels je pense que j'espère qu'on va revenir. Et c'est ça. Mais dans le bilan, il ne faut pas passer à côté de ce qui peut être autre chose que le bégaiement, et qui parfois peut être beaucoup plus grave, ou qui peut aussi être pris en charge d'une manière plus médicale ou plus spécialisée. Et dans les prises en charge plus spécialisées, l'orthophonie peut très bien avoir sa place. Bon. Alors, le bilan, ben, il y en a plusieurs exemples à la fin du livre Bégaiement. Et en particulier, j'ai mis les bilans que j'utilisais dans ma consultation spécialisée à l'hôpital Pompidou. Et il y avait les bilans de l'enfant et le bilan de l'adulte. Vous l'avez vu, ce sont des bilans qui font une dizaine de pages, simplement de questions qui sont très complexes. Très complexes, parce que ça reprend des tas d'antécédents et ça reprend aussi, par exemple, l'histoire familiale, mais aussi l'histoire de l'enfant, tout ce qu'il a eu comme problème jusque-là, et puis l'histoire de son développement, en particulier du développement moteur, du développement des fonctions exécutives, dont l'attention,
et du développement langagier. Et ça va nous donner plein d'indices. Mais il est important quand on fait un bilan, tout bilan médical, de ne pas avoir d'idées préconçues. De partir avec des cas. Si par exemple l'enfant est adressé par un médecin ou par un orthophoniste et qu'il y a une lettre, en général, je lis la lettre ou je la lis pas encore, je la pose à côté pour pas avoir une idée préconçue. Me dire, ah, ben, cet enfant a tel syndrome ou telle chose comme ça. Si je pars avec cette idée-là, je risque de passer à côté quelque chose. Donc c'est vraiment important d'avoir ces bilans qui sont en fait des guides et puis qui nous permettent de ne pas oublier certaines questions et d'écouter. C'est pour ça que ça peut même être fait en plusieurs fois parce que c'est vraiment important d'entendre l'enfant, d'entendre ce que l'enfant dit, ce qu'il a à dire de son trouble, que les parents disent ce qu'ils ont à dire et voire de parler avec les enseignants et la fratrie. Et d'ailleurs aussi dans le cadre de ces bilans, vous dites qu'il est très important aussi d'évaluer aussi quel est le niveau d'atteinte et d'impact du bégaiement dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, dans la vie c'est une notion voilà, qui est assez intéressante. Et depuis une dizaine d'années, dans toutes sortes d'affections, on s'intéresse à ce qu'on appelle la qualité de vie. Aussi bien chez l'enfant et sa famille que chez l'adulte. Mais ce sont des questionnaires qui, au départ, ont été très développés dans des atteintes graves, comme par exemple le cancer, la tuberculose, les maladies infectieuses, ou aussi c'est très pris dans les maladies rhumatismales, ce sont des maladies qui impactent beaucoup la qualité de vie. Il y a une étude et un questionnaire extraordinaire qui ont été faits par Yarus. Yarus publie un questionnaire qui s'appelle OASES, O-A-S-E-S, qui est un test qui a été étalonné, qui veut dire qu'on peut l'utiliser dans de la recherche. Et il y a une traduction française qui est en cours, qui n'est pas étalonnée, et ça c'est intéressant. Et dans les traductions, le problème c'est qu'il faut traduire dans les deux sens. Et si on fait une traduction, il faut que la traduction par exemple de l'anglais au français soit bonne, mais que du français à l'anglais, elle soit complètement superposable. D'accord. Mais en anglais, comme ça, c'est une traduction qu'en clinique, c'est un test, je veux dire qu'en clinique, moi j'ai utilisé personnellement depuis une dizaine d'années qu'il existe, qui est long parce qu'il y a une centaine de questions, mais qui est intéressant parce qu'il est basé sur une notion du handicap qui est importante, qui est celle qui a été mise au point par l'OMS, l'Office mondial de la santé. Donc, si vous allez sur le site de l'Office mondial de la santé, vous avez une classification des handicaps, une définition, et depuis une dizaine d'années, il y a les handicaps de la communication. D'accord. Et ça, c'est, je pense que je donne l'adresse, mais en tout cas mail, web, et c'est simplement le site de l'OMS, qui en anglais s'appelle WHO, World Health Organization, et vous pouvez y aller, mais il est en français, cette définition est en français, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante parce que ça permet aussi, dans les prises en charge, de pouvoir être reconnu en tant qu'handicapé. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui hurlent après ça, mais en même temps, s'il y a un plus, je ne peux pas en profiter. Dire que l'histoire, par exemple, du tiers-temps, ben, c'est vraiment dans les examens et dans quelque chose, je peux en profiter. J'ai un patient qui a même eu un tiers-temps pour l'écrit, et ça m'est jamais là. Je veux dire que pour une fois qu'il y a un bénéfice dans l'histoire, et alors, et donc par rapport à donc ce bilan là, qui on l'a vu, qui est quand même très large et qui demande du temps et des compétences aussi de la part de thérapeutes. À l'heure actuelle, en France, qui est capable de faire ce genre de bilan? Enfin, est-ce qu'on a des docteurs Maufray un petit peu partout en France qui sont capables d'accueillir justement les enfants qui bégayent? Je pense qu'il faudrait me cloner. Ben voilà, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est bien triste.
c'est que j'ai dû, pour plein de raisons, ne serait-ce que l'âge, prendre ma retraite il y a 2, 3 ans et donc fermer ma consultation. En tout cas, j'ai démissionné de l'assistance publique et la consultation a été fermée. Alors, c'est pas parce qu'il manque des phoniatres, on est quand même une centaine en France, des médecins phoniatres, mais il n'y a pas, dans les troubles de la communication, il n'y a pas que le bégaiement. Moi, je viens en fait d'un labo où on s'intéresse toujours aux troubles moteurs de la parole. C'est bien parce que j'ai travaillé dans les troubles moteurs de la parole que j'ai travaillé dans le bégaiement, mais les autres phoniatres avec qui j'ai travaillé et ceux que je connais, puisque j'étais présidente 2 fois de la société, il y a les implants cochléaires, il y a la surdité, il y a les autres troubles de la voix et de la parole, il y a les troubles du langage, il y a les troubles moteurs. Donc, il y a des choses même extrêmement graves dont mes collègues s'occupent beaucoup. Ils ne sont pas là en train de dire, voilà. Donc, en fait, j'ai été quasiment une des rares à m'occuper du bégaiement. Il y avait dans la génération au-dessus de moi le docteur Lemuche. Il y a quelques phoniatres en France qui s'occupent du bégaiement, mais entre autres, et il y a personne en ce moment qui s'occupe que du bégaiement ou du bégaiement et des autres troubles moteurs, des dysarthries comme je le faisais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, tout ça. Et on essaye, et puis il y a d'autres problèmes, en particulier quand on parlera des médicaments, on le verra, il y a des problèmes sur la prescription des médicaments. Donc, c'est surtout les neuropédiatres qui devraient reprendre la main, il n'y a pas de médecins phoniatres, sauf que les malheureux sont complètement débordés, ils ont des consultations avec des rendez-vous qui sont à 1 ou 2 ans, parce qu'ils s'occupent de choses extrêmement graves, comme des enfants épileptiques, de ceux qui ont des tumeurs du cerveau, de ceux qui ont des maladies dégénératives, de ceux qui ont des infections et des abcès et tout ce qu'on veut, et des enfants qui sont infirmes moteurs cérébraux. Donc, vous voyez que là-dedans, le bégaiement, il arrive très très loin derrière, parce que même si c'est quelque chose dont on souffre beaucoup, c'est pas une affection dont on va mourir ou qui impacte le pronostic vital, comme on dit maintenant. Et alors, on est dans un vide en ce moment. On est dans un vide. J'essaye que ce vide soit pas une impasse. On est dans un vide alors que les découvertes de génétique et de neuroimagerie font que on a pris ce diagnostic du bégaiement complètement dans l'autre sens maintenant, qui va être important de remonter à toutes les causes médicales ou tous les problèmes médicaux qui pourraient être là en jeu. D'accord. Et alors, on a besoin de plus en plus de prescriptions. Et ça intéresse beaucoup les labos pharmaceutiques. Ça intéresse beaucoup les labos pharmaceutiques. Donc, plus on a de solutions médicales, moins on a de médecins pour les prescrire. D'accord. Alors, il faut un peu se bouger. Bon. Et donc, dans l'attente donc que vous ayez des phoniatres ou des neuropédiatres qui soient formés, vous avez créé il y a quelques années un DU qui est le DU des troubles de l'affluence, où là il y a vraiment un certain nombre de diplômés qui en sont sortis, qui, si je ne me trompe, pour la plupart sont des orthophonistes. Est-ce que ça veut dire que ces orthophonistes donc qui sont passés par cette formation, puisque vous dites d'ailleurs dans le livre que sur le bégaiement, dans les études d'orthophonie, il n'y a que 10 à 20 heures, et que pour être un bon thérapeute du bégaiement, il faut avoir au moins reçu une centaine d'heures de formation sur le sujet. Est-ce que donc ces orthophonistes qui ont reçu 120 heures, je crois, de formation via le DU, est-ce qu'elles sont à même de prendre la relève et de faire ce genre de bilan? Alors, de faire le bilan, oui, mais le diagnostic médical, non. D'accord. Elles peuvent faire d'après leur, je veux dire, je ne sais pas comment exprimer ça. Enfin, elles ont le droit de faire des diagnostics maintenant dans leur zone d'instruction. C'est-à-dire comme les dentistes, comme les sages-femmes. D'accord. Mais faire un diagnostic d'épilepsie, par exemple,
ou un diagnostic d'infirmité motrice cérébrale, de le faire complètement de façon médicale, non. Et puis, pas faire de prescription médicamenteuse. Ça, il faut avoir fait de la pharmacologie, de la thérapeutique et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un net mieux. Le net mieux aussi, l'amélioration sera que les orthophonistes sont maintenant une 5e année d'études et que dans leur année d'études, les heures sur le bégaiement vont passer de 10-20 à 30-40. D'accord. Ça veut dire, bon. Alors, les orthophonistes sont censés être des omnipraticiens. Mais je pense que à tout faire, nul n'est tenu. Que si on veut avoir des bégaiements qui soient bien pris en charge, alors certes, 30 ou 40 heures, ça va être déjà mieux, mais 120 heures, effectivement, les spécialistes qu'on a formés, quand les 3 sessions, moi j'ai dirigé ce début que j'ai mis en place, et puis Madame Boucamont maintenant, comme je passé les clés du début, ces spécialistes, ça améliore déjà la prise en charge. D'accord. D'accord. Donc, Problème. Ouais, voilà. Donc en fait, pour, si j'ai bien compris, le parent d'un enfant qui bégaye, la première étape, c'est peut-être d'aller voir son généraliste qui pourra déjà lui faire la prescription donc pour faire un bilan orthophonique et il faudrait peut-être aussi que les orthophonistes qui ont eu cette formation un peu plus approfondie sur le bégaiement travaillent en réseau avec d'autres spécialistes et d'autres médecins et peut-être elle-même le réflexe lorsque un enfant vient pour un bilan pour un bégaiement, de le renvoyer aussi peut-être vers des neuropédiatres ou vers des phoniatres. Voilà. Mais vous avez un peu chanté au départ le rôle du médecin généraliste. C'est vrai. Plus large que ça. Et je pense que le généraliste, c'est pas simplement quelqu'un qui délivre des ordonnances sur un carnet à souche. Hein. C'est quelqu'un qui peut déjà faire un premier screening, comme on appelle ça. En particulier, de voir, j'ai même mis dans mon livre le Quick Neurological Test, hein, c'est-à-dire un petit screening très très rapide des signes neurologiques, comme savoir, dans le bilan que je faisais, il y avait ça aussi, à quel âge l'enfant a marché, à quel âge il a parlé, savoir s'il est gaucher, droitier, ce qui nous a intéressé, des choses comme ça qui sont assez rapides, où on fait déjà un premier tri et on voit si il n'y a pas d'autres problèmes, et le généraliste, il a ce rôle d'être dans un aéroport, on appelle ça le hub, hein, c'est-à-dire d'être la gare de triage, qui va permettre d'orienter. Et c'est important d'avoir cette notion, justement, des parties prenantes possibles. Hein, en anglais, on appelle ça stakeholder, mais vraiment les parties prenantes possibles, eh bien, de pas limiter à une seule partie prenante, parce qu'à ce moment-là, on se limite aussi dans le diagnostic et on se limite dans la prise en charge globale de la personne. Mais effectivement, ce serait pas mal de mettre en place cette sorte de réseau, comme il y en a eu sur les 10. Hein, vous savez, les dyspraxies et tout ça, donc les réseaux de 10. Il y en a des très très performants maintenant, des réseaux comme ça. Et effectivement, je pense que ce serait une bonne idée que de pouvoir mettre comme ça toutes les parties prenantes en réseau, s'ils le veulent bien. Parce que je m'attends à certaines résistances, ne serait-ce que du côté des neuropédiatres. D'accord. Qui, eux, sont très absorbés par les 10 en ce moment. D'accord. Alors, pour revenir donc sur le cœur du bégaiement et sur les explications. Donc, on sait, comme vous l'avez dit, qu'il y a une prédisposition génétique sur du bégaiement. Vous dites dans le livre que donc il y aurait 55% des personnes qui bégayent qui auraient un parent de premier degré, donc c'est père, mère, frère, sœur, qui bégayent. Alors, je parle d'une publication là-dessus. Oui, pas des oui, oui.
Voilà. Sachant que donc pour les personnes qui liront le livre, vous verrez que chaque chapitre est étayé par une bibliographie qui est chaque fois très très impressionnante. Hein. Et qui est rien par rapport à ce qui serait possible. Et ce qui serait possible, je vais essayer de le mettre justement sur la partie numérique du livre. D'accord, très bien. Des choses qui soient à jour et renouvelées le plus possible. D'accord. Et alors, ce qui n'empêche pas les lecteurs d'aller faire aussi leur propre recherche bibliographique. Je pense que les gens ne connaissent pas un autre système de Google qui s'appelle Google Scholar, qui est qui permet d'avoir toutes les publications scientifiques sur le sujet qu'on aura mis dans le moteur de recherche. D'accord. Et alors donc, par rapport à ces pourcentages qui sont cités, donc on sait aussi c'est que il y a des premiers gènes responsables du bégaiement qui ont été découverts. Est-ce que le fait que pour l'instant on ne dise pas qu'il y ait 100% des bégaiements qui soient d'origine génétique, c'est parce qu'il y a d'autres bégaiements qui ne seraient pas d'origine génétique, ou bien est-ce que c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore découvert l'ensemble des gènes qui est responsables justement du bégaiement? Le raisonnement logique aboutirait à la deuxième solution. Enfin, la deuxième partie de votre question, c'est que déjà qu'on ait découvert tous ces gènes, c'est beaucoup plus que dans certains troubles du langage. Je veux dire que quand on part sur le côté cognitif du cerveau, avoir découvert autant de gènes, c'est une des découvertes les plus importantes, enfin, au point de vue numérique, si vous voulez. C'est déjà vraiment beaucoup. C'est déjà vraiment beaucoup. Et quand on sait comment ça marche, la neurophysiologie, l'organisation du cerveau, et puis aussi la genèse de tout ça, ça ne peut être que génétique, puisque la génétique va présider à l'organisation même du cerveau. Hein. Et non seulement l'organisation du cerveau, mais ce qui est la partie qui paraît maintenant la plus importante, et qui est celle sur laquelle il y a le plus de publications, sont les connexions. C'est pas simplement les aires et les trucs comme ça, c'est comment se font ou se font pas les connexions, et comment se font les connexions de supplémentation. Qui, alors là, est vraiment, à mon avis, la plus grande découverte qu'on ait trouvée sur le bégaiement. Des gens comme Martin Sommer, comme Catherine Neman, comme Ingham et tout ça, ont trouvé que non seulement il y avait des aires qui se connectaient pas, j'allais dire qui déconnaient, mais qui déconnectaient, on va dire ça, mais qu'il pouvait y avoir des compensations de l'autre côté, ou qu'il pouvait y avoir ou pas assez de compensation. Et puis surtout, on a vu que ce qui se passe dans le bégaiement, c'est que dans la parole, c'est qu'au moment où on parle, on active plusieurs aires du cerveau, donc on active des réseaux de neurones. Et au moment où on bégaye, eh bien, ces réseaux ne sont pas suffisants, donc on va aller en recruter d'autres. Donc il y a une activité qui se met en place qui est beaucoup plus importante. Et un jour où un de vos collègues, Olivier, celui qui avait créé un olivier sur un iceberg, m'a posé la question. Alors il m'est venu cette image qui lui a permis de mieux comprendre ça. C'est comme un funambule qui est sur son fil, qui a son balancier, et puis à un moment donné, il sent que ça va pas très bien. Et il y a de plus grands mouvements du balancier. Je pense que c'est ce qui se passe, c'est que la personne bègue qui est en train de parler et qui commence à bégayer, et bien à ce moment-là, il y a de plus en plus de réseaux qui se mettent en branle pour essayer de quand même lui permettre de poursuivre. D'accord. Et ça, ces réseaux qui sont là, mais ils sont là parce qu'ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire parce que le cerveau a une certaine configuration, parce que le programme, la génétique c'est jamais que le programme qu'il a et lui a permis d'organiser ou de pas organiser ça. Et s'il y a un manquement dans son programme, il y a une organisation qui ne se fera pas, mais il y aura des compensations possibles. Le problème, c'est pas de savoir qui bégaye, mais comment on fait pour pas bégayer. Voilà. Alors, par rapport à ça, oui. Mon patient un jour qui m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question à la fin du bilan? J'ai dit, bien sûr. Il m'a dit, comment vous faites pour pas bégayer? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, en fait, vous expliquez que
la réponse en fait est en nous. Et puisque j'ai noté, je crois que je retrouve la phrase, mais dans la dernière page d'ailleurs. La phrase c'est je la retrouve pas, mais si vous l'avez en tête, sur les héros et les demi-dieux. Il y a les héros et demi-dieux, non mais il y a le fait, c'est ça, j'ai trouvé ici je crois, non j'ai pas trouvé, il y a le fait que vous expliquez qu'il faut que la personne qui bégaye, parce que c'est vrai que lorsqu'on bégaye, on a l'impression que c'est un truc qui nous tombe dessus, duquel on est, enfin, contre lequel on peut pas faire grand chose, que l'on subit et qui est une sorte de corps étranger, quoi, qui est indépendant de nous. Or, vous expliquez que dans le cadre de la thérapie, il faut que la personne qui bégaye prenne conscience qu'elle a en elle la capacité de bégayer, mais aussi qu'elle a la capacité en elle de parler de manière fluide. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est à ce moment-là que va basculer d'ailleurs la prise en charge. Quand la personne a compris ça et l'accepte, on parle beaucoup d'acceptation, ça c'est le côté psychologique de la chose, mais dans le côté physiologique de la chose, de comprendre que en fait vous bégayez même pas 1% de votre temps de parole. Et que le reste du temps, la parole est fluide, même si ce sont des petits accès de parole fluide, et que ça veut dire que vous avez la capacité de produire une parole fluide. Dans les grandes maladies neurologiques où toutes les fonctions motrices sont éteintes, par exemple en sclérose latérale amyotrophique, la parole, elle est jamais indemne. Tandis que dans la parole non bégayée des personnes qui bégayent, il y a vraiment la trace, le signe que les commandes sont bien là, mais qu'il y a de temps en temps, qu'on faisait voilà, on faisait une comparaison avec les voitures et les moteurs, et je dis qu'il y a le ralenti qui est mal réglé, les vitesses qui sautent, et le moteur qui fait de l'auto-allumage de temps en temps. D'accord. Et alors, comment je conduis, c'est très drôle. Cette comparaison-là, mais je pense que on est bien dans quelque chose de moteur si on prend que le côté physique de la chose. Mais c'est que ce trouble moteur, parce que la parole est avant tout un mouvement, ça atteint une des fonctions les plus fines et les plus spéciales de l'être humain, spéciale dans le sens où c'est propre à notre espèce de parler et de communiquer et d'exprimer de façon sonore le langage. On peut aussi l'exprimer de façon écrite. D'accord. Et alors donc, ce que vous expliquez aussi, c'est que justement, c'est que la rééducation du bégaiement passe notamment par de la reprogrammation. Donc il y a déjà la reprogrammation, je dirais, de la manière de parler. Et vous expliquez que ça passe notamment par une première étape de ralentissement en fait de la parole, pour, si j'ai bien compris, pour repartir en fait sur une parole qui soit plus fluide. Et vous expliquez que ce type d'apprentissage ne demande pas moins de 600 répétitions, si j'ai bien lu, pour pouvoir acquérir cette nouvelle manière de parler. Alors, c'est ce qu'a très bien expliqué David Rosenfeld, qui est un professeur de neurologie du Texas, de Houston, qui est lui-même une personne bègue, et qui avait participé à notre premier congrès de l'EFA, qui était à Paris, sur les Chartreux. Et les apprentissages moteurs se font avec des boucles qui sont des boucles basées sur la perception, la signification de cette perception, le démarrage du geste, le contrôle du geste, et cette boucle doit comme ça tourner, s'engrammer à peu près 600 fois d'affilée pour être faite de manière subconsciente. Alors, c'est pour ça que les patients les plus simples à prendre en rééducation, les plus faciles, si je puis dire, ce sont les gens qui connaissent ce que c'est que l'effort physique.
C'est-à-dire, par exemple, les athlètes de haut niveau ou les pianistes ou ceux qui font des choses très compliquées sur le plan musical. Parce qu'ils savent très bien que si on ne fait pas les gammes, on n'arrive pas à avoir le délié, la commande et tout ça. Et ça veut dire tout simplement que les gestes, à un moment donné, il y a deux façons de faire des gestes, une rapide et une plus lente. La plus lente, elle est celle qui est celle de l'apprentissage, parce que ça remonte au cortex, c'est tout simplement un motoneurone de plus. Et celle qui est quand on fait le geste en tâche de fond. Comment on arrive à marcher en parlant ou à parler en marchant. C'est ça. Et ces tâches de fond, elles sont faites au niveau de structures aussi avec des cellules grises, mais dans le centre du cerveau qui s'appelle les noyaux gris centraux. Et dans le bégaiement, il y a une atteinte des noyaux gris centraux. Et c'est ce qu'a montré un chercheur qui s'appelle Per Alm, danois qui travaille maintenant en Suède. Et quand on reprogramme, comme vous dites, et bien, tout simplement, on repasse par la conscience et c'est pour ça que c'est plus lent. Et c'est pour ça que la parole ralentit, c'est pas simplement, on la ralentit légèrement, il faut toujours que ça reste naturel, mais dans l'apprentissage lui-même, hein, j'allais dire, dans le secret de la séance de rééducation, on va à des choses très très lentes et puis après on apprend à mieux accélérer un petit peu. Quand vous apprenez à danser, c'est la même chose. Vous apprenez à faire de la bicyclette au début, les choses sont lentes et puis après on fait les enchaînements, après on met le tempo est très important. C'est pour ça que quand on chante, on ne bégaye pas, c'est pas parce qu'il y a une mélodie, c'est parce qu'il y a un tempo. Et après, on met la musique et puis après on se lance. On va inviter quelqu'un à danser ou on va parler avec quelqu'un d'autre. Mais c'est tout simplement, c'est complètement physiologique. Et c'est vrai que le 600 fois d'affilée, quand je le raconte une fois à la personne, elle le retient pour toujours. C'est vrai que si on se trompe, eh ben à un moment donné, on a du mal à réembrayer tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être persévérant. Oui, ça exigence, exigence. Ouais. C'est très barbant de faire ça, mais c'est vrai que c'est important parce que si on l'a pas fait, ça peut pas devenir subconscient. Et d'ailleurs aussi dans la thérapie et dans la manière donc de travailler, donc il y a la répétition qui est très importante et donc la persévérance, mais vous insistez souvent aussi sur la notion de feedback et vous expliquez que lorsque l'on travaille sur son bégaiement, il est très important de travailler soit avec un magnétophone ou un dictaphone ou un caméscope, ou même aussi lorsque vous travaillez notamment sur ces tics et sur ces syncynésies, vous expliquez aussi que c'est très bien de travailler face à un miroir. Donc voilà, il y a cette notion de feedback qui revient très très souvent. Est-ce que vous avez déjà eu une anesthésie dentaire? Oui. Vous avez vu que pendant un moment, vous aviez du mal à parler parce que vous n'aviez pas les rétroactions. Du mal à manger, du mal à parler. Hein. Et bien voilà, on peut faire des gestes précis que si on a le retour sensoriel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais tellement bien expliqué, qui a été quand même étudié, en particulier par Luc Denis, qui est à Toronto, qui a été quand même étudié sur les gens qui s'intéressaient à la physiologie, parce que c'est le côté sensoriel de cette boucle. Et c'est en fait, plus je sens, mieux je sens, plus je sais que mes sensations m'apportent l'information en retour. Vous savez très bien, parce que vous le sentez, quand vous parlez de façon fluide, quand vous parlez de façon fluide. Oui, tout à fait. Ça, c'est parce que vous avez dans la bouche des milliers de capteurs qui vous permettent, entre autres, de savoir si le beefsteak est tendre ou pas tendre, et qui vous permettent de savoir si votre parole, elle est avec beaucoup de pression, pas beaucoup de pression, tendue ou pas tendue. Il y a même toute une partie, moi je trouve en rééducation, qui doit se faire les yeux fermés pour simplement déjà ressentir. Et c'est important quand on commence à faire une séance d'auto-rééducation de commencer à travailler les tensions. Et c'est pour ça que l'exercice qui dit du bégayage inverse, c'est pour moi un exercice qui est vraiment génial. Il est vraiment génial parce qu'il fait travailler sur ses perceptions de ses propres productions. Qu'est-ce qui se passe quand je bégaye avec le maximum de tension, avec moins de tension, presque pas de tension, et qu'est-ce que l'autre entend si j'enregistre à ce moment-là? Et si j'ai encore un peu de tension, mais que l'autre entend une parole qui semble tout à fait fluide, voilà. Hein? Et ça, c'est important parce que je suis renseignée sur ce que l'autre entend. Et en plus, il y a quelque chose qui est idiot, c'est que notre parole
Votre voix, elle part vers l'avant. Nos oreilles, elles sont vers l'arrière. Alors, à moins que vous fassiez ça, ou à moins que vous ayez un magnétophone, vous n'entendez jamais votre voix, de la façon dont l'autre va l'entendre. D'accord. Donc, le principe donc du bégayage inverse que vous citez, c'est vrai, souvent dans le livre, c'est de repartir donc d'un moment de bégaiement et de refaire ce même moment de bégaiement avec une tension qui est divisée par 2 d'abord, puis par 4, puis voilà. Ça, c'est un des exercices que m'avait appris Hugo Grégory quand je suis allée chez lui en 85 avec une bourse de la Stockering Foundation, et j'étais la première à avoir eu cette bourse puisque c'était son premier atelier. Et grand cadeau du ciel que j'ai eu là. Et surtout de Jane Fraser, la Stockering Foundation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est vraiment, voilà, ça. Alors là, vraiment, je voyais quelque chose qui avait la simplicité de ce qui est génial. Et c'était, ben voilà, c'est sur le feedback qu'il faut travailler pour avoir une meilleure maîtrise. Il faut avoir une meilleure maîtrise et être tout le temps conscient de ce qui va se passer et tout ça. Et sur le plan psychologique, il se passe aussi quelque chose qui est extraordinaire, c'est que très souvent, quasiment tout le temps, quand on commence à faire ce genre d'exercice, c'est la première fois que la personne fait exprès de bégayer et du coup se met à manipuler son symptôme. Et c'est plus quelque chose qui m'arrive, comme on disait tout à l'heure, mais quelque chose que je produis moi, mais sur lequel j'ai un contrôle. Et je bégaye si je veux et comme je veux, d'abord, là. C'est à peu près ça. Et ça, là, à ce moment-là, je sais que la personne qui est capable de faire ça, elle a gagné la première manche de la rééducation. Très bien. Et alors, il y a aussi une nouvelle piste que vous évoquez aussi de travail pour les personnes qui bégayent, ce sont les chunks ou le chunking. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur voilà. Moi, j'ai toujours utilisé le chunking sans l'appeler comme ça parce que c'est le mot anglais. Donc, je disais segmentation, mais les phoneticiens m'ont dit c'est pas ça. En fait, ça vient de la simple notion qu'on parle pas par mots. Il y a un biais de l'écriture. On a commencé à parler, on a commencé à... Comment je peux vous expliquer ça un jour, il a fallu apprendre à lire, à écrire à tous les petits Français. Quand Jules Ferry a décrété que l'école serait obligatoire. Et à ce moment-là, je parle de l'exemple du français, on a congelé la langue française. Et la langue française, elle est restée dans le même état qu'elle était à la fin du 19e siècle. Alors que la langue parlée, elle a continué à évoluer. Et c'est vrai que les langues, elles évoluent comme ça. Donc, il y a des fois, ce qu'on apprend en arrivant à l'école, c'est les règles de la langue écrite. Mais les règles de la langue parlée, elles ne sont pas du tout les mêmes. Et en particulier, on ne parle pas par mots séparés comme on écrit. La manière dont on va écrire la langue, c'est noir et du blanc, avec des espaces, des signes de ponctuation et tout ça. Mais la manière dont on va segmenter la langue parlée, elle n'est pas du tout la même. Et on ne parle pas par mots séparés ou par syllabes. Si je dis papa, je ne vais pas dire peu a, hein. Mais je ne vais pas non plus parler d'un grand bloc, dire aujourd'hui il fait beau, qu'est-ce qu'il fera demain? Aujourd'hui il fait beau, qu'est-ce qu'il fera demain? Donc on va parler par groupe de mots qui sont autour d'un noyau de sens. Si ce noyau de sens est segmenté, si ce groupe est segmenté, l'autre va avoir plus de mal à tirer le sens. Donc si je vous dis aujourd'hui il fait beau, il fera demain, je vous ai dit exactement la même chose, mais vous serez en train de dire mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et ces pauses qu'il y a, qui sont de la durée, ces mini-silences qui sont entre ces deux segments, qui sont de la durée d'une syllabe. Mais s'ils sont pas là, on va pas comprendre, et s'ils sont au mauvais endroit, ça va aussi troubler la compréhension chez l'autre. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que en fait, le bégaiement, c'est pas une maladie de la parole. La parole, elle est bien faite, elle peut être très bien faite. C'est tout simplement que ce bégaiement va couper le continuum de la parole, là où ça va pas faire de sens pour l'autre. Donc, je dis de manière un peu provocatrice, pas provocante, mais provocatrice, que le bégaiement, c'est une maladie du silence. C'est pas une maladie de la parole. C'est qu'il y a des silences là où ça fait pas de sens pour l'autre.
Mm. Et l'autre, il fait comme ça, non pas parce que vous bégayez, mais parce qu'il cherche à comprendre. Mm. Il se met à la place de l'autre de temps en temps quand on bégaye. Ça. Alors maintenant, il y a deux Canadiens que j'ai pu rencontrer il y a 2 ans parce qu'ils sont venus faire des cours à Paris. Des gens absolument épatants, Victor Boucher et Annie Gilbert. Et Victor Boucher est professeur de phonétique à Montréal, mais il a été professeur d'orthophonie aussi. Donc je ne vous raconte pas, pendant les 3 mois où ils ont été là, on n'a pas arrêté de parler. Et en plus, pour moi, c'était vraiment extraordinaire parce que tout ce que j'avais pensé, pressenti comme ça en français, avait travaillé dessus, publié. Donc, on a beaucoup discuté de tout ça. Et leur mot à eux, c'est chunk. Hein. Chunk, c'est un morceau. On coupe un gâteau, on demande chunk of bread, des choses comme ça. Alors, il y a un grand concours qui est lancé pour savoir comment on peut traduire chunk en français. D'accord. Bon. Le mot chunk, mais c'est vrai, le chunking, c'est ça. C'est travailler non pas par mots, hein, faire travailler par exemple le ralenti sur des listes de mots. En fait, d'un point de vue de la communication, d'un point de vue pragmatique, c'est un peu aberrant. On ne va pas parler par mots. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, quand j'ai commencé à travailler avec Hugo Grégory, on travaillait sur des listes d'expressions comme ça. Et en particulier, je disais à la personne, mais c'est vraiment important que vous veniez avec des expressions à vous. Essayez d'en faire une petite liste et tout ça. Je me souviens d'un patient qui était arrivé avec des expressions de voile et de navigation maritime parce que c'était sa grande passion et qu'il ne voulait pas bégayer en disant tirer sur un doute ou des choses comme ça. Et voilà. Donc le chunking, c'est ça. Et on apprend en fait à repérer le chunk dans sa propre parole et à jouer sur la longueur des pauses. Et ces pauses, elles sont voulues. Vous m'avez posé une question là-dessus. Elles sont voulues, mais elles sont bien sûr inconscientes parce qu'on n'est pas en train de gérer la production de la parole comme ça. Hein, et on est bien à ce moment-là au niveau des noyaux gris centraux, au niveau du cortex. Et là, on va repasser au niveau du cortex en faisant exprès d'allonger et en même temps en utilisant un geste corporel. Moi, ce que je fais faire à mon patient, c'est je le fais parler en tapant sur la table, comme ça. Si on s'enregistre, on va l'entendre. Et puis retourner sa main et commencer à parler que quand on a retourné la main. Ce qui veut dire que si on commence à parler que quand on a retourné la main, il va falloir résister à sa propre pression. Et ça, c'est difficile. Hein. Parler lentement ou faire travailler sur les pauses dans le chanting, c'est résister à sa propre pression. Tous les patients vont me dire, ah ben voilà, ce que je supporte le moins, c'est la pression qu'on peut mettre. Hein. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'ils commencent aussi par ne pas s'en mettre à eux-mêmes. Parce que, justement, aussi, lorsque vous évoquez les chunks là, dans le livre et leur pratique, vous expliquez que, aussi que c'est un moyen d'abolir l'anxiété anticipatrice. Oui. C'est un bon parce qu'on la maîtrise soi. Et je parle si je veux, quand je veux. Donc, la pause, elle est aussi préphonatoire. Si on me pose une question, ne pas me précipiter sur la réponse. Si j'ai 1 seconde à répondre, l'autre ne va pas s'en aller. Et surtout, ça va être moins long que si je bégaye, que je reprends et que je rebégaye et tout ça. Alors, on commence par l'écrit, ce qui semble paradoxal, mais en fait, parce qu'on le voit. Et à ce moment-là, on sait, on repère à la lecture où sont les chunks. Et on sait qu'on peut faire cette pause et commencer, justement, à ce moment-là, à utiliser une technique comme l'Erasme ou toutes les techniques avec des attaques douces, des touchés un peu plus doux. Et on sait que ces touchés un peu plus doux font que le bégaiement peut quasiment pas survenir, en tout cas la montée de la tension. Alors, qu'en pensez-vous? Pourquoi pas moi? Vous voyez, je vais mettre les lèvres plus doucement comme ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si je commence bouche entrouverte, je vais contrôler la descente. Pourquoi pas moi? Par ici la sortie. Et oui, je veux bien. Hein? Bonjour monsieur. Et si c'est sur une voyelle, je vais faire un léger petit soupir. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très intéressant. J'ai compris. Alors mes enfants adoraient Hugo Grégory, ils venaient souvent me voir et ils disaient ah ben c'est vraiment l'américain qu'on comprend le mieux parce qu'il parle un peu lentement, doucement, et il est extraordinairement compréhensible. D'accord. Alors
pour conclure peut-être cette interview, mais que l'on pourra peut-être prolonger peut-être sur une deuxième séance, hein, à voir. J'ai noté, vous dites que finalement, à la fin du livre, ce que l'on découvre, c'est que au final, le meilleur thérapeute, c'est peut-être le bègue lui-même. Et vous écrivez une phrase. Quel est donc ce héros qui viendra sauver le malheureux bègue? Il lui faut découvrir que c'est lui-même. Voilà. Alors, c'était là que je faisais cette citation de Nietzsche qui dit « Beaucoup de demi-dieux vous proposeront de vous aider à traverser le fleuve, mais seul le héros vous amènera de l'autre côté du fleuve. Hein » Et bien, effectivement, le héros, pour le patient bègue, c'est lui-même. Et je pense que à quoi sert le thérapeute, parce que c'est en fait un des sens de cette question, il sert à vous montrer le chemin, à vous aider à traverser le demi-fleuve comme ça, mais enfin le fleuve, lui-même, mais surtout à vous montrer que cette magie que vous demandez, elle est en vous. Elle est en vous et que c'est à la fois dans l'acceptation et dans la connaissance. Moi, je travaille surtout sur la connaissance des choses et le savoir, que vous allez trouver les moyens de traverser le fleuve pas tranquille du bégaiement. Très bien. Et d'ailleurs, peut-être que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il est si difficile finalement d'évaluer l'efficacité des thérapies, c'est que le rôle du patient par rapport à d'autres pathologies est très actif, alors que c'est vrai que peut-être que sur d'autres troubles, le patient est beaucoup plus passif et il doit attendre que le remède fasse effet. Là, c'est vrai que le rôle de la personne qui bégaye est vraiment primordial, et c'est ce qui explique aussi que c'est très difficile de dire si une thérapie va ou non marcher, puisqu'elle va dépendre aussi du degré d'acquisition et d'application de la personne qui bégaye. Merci Laurent, parce que ça vraiment c'est quelque chose qui, quand je vois des gens dire ou écrire « Ah, l'orthophonie ça ne marche pas » ou « Ceci ça ne marche pas », c'est à quel point vous êtes impliqué. Hein? Est-ce que vous êtes venu à toutes les séances? Est-ce que vous avez fait des exercices entre? Est-ce que vous êtes bien impliqué dans la rééducation, hein? C'est vraiment, il y a une alliance thérapeutique. Il y a une alliance thérapeutique et ça, elle est vraiment importante. Mais il faut savoir la créer. Il faut savoir la créer. Il n'y a pas. J'ai toujours dit que la rééducation, c'était pas un petit pot pour les bébés. C'est pas quelque chose qu'on va donner à la petite cuillère. C'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Alors, ce que je voulais rajouter à propos du livre, c'est que j'essaye de créer une petite interface entre le lecteur et moi-même, voilà, et une page Facebook qui a ce titre-là et sur lequel on peut justement poser des questions et poser des questions sur le sujet que les lecteurs aimeraient, ou les non-lecteurs d'ailleurs, aimeraient voir approfondi ou plus traité ou remis à jour sur la plateforme numérique. Ça, j'essaie de créer, voilà, ce que j'appelle l'œuvre ouverte. Parfait. Et donc, cette page Facebook s'appelle Bégaiement au singulier et Bégaiement au pluriel. Un clinique et thérapeutique. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.